Tu veux vendre mais tu n'y arrives pas? Changer ton rapport à la vente doit devenir ta priorité et cette vidéo va t'y aider. Pour ça, nous avons décidé de t'offrir un extrait de coaching de groupe organisé pour nos clients. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux qu'on t'aide à développer ton activité et nous on se retrouve pour le coaching directement. Avoir la mentalité, par exemple, d'attendre des autres, de ne pas forcer, etc., etc., vous allez vous rendre compte que il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Pourquoi? Premier point, laisser une personne partir sans soutien, c'est l'encourager à souffrir encore. Je me rappelle c'était pas notre dernier séminaire, c'était un autre séminaire qu'on avait fait. Il y avait une personne qui était venue me voir en me disant justement, ouais, mais en fait, quand je fais des appels de vente, je n'ose pas vendre directement. C'est-à-dire que je partage mon offre, mais sans plus, et au final, je laisse partir la personne parce que j'ai l'impression que lui demander d'acheter, en fait, c'est forcer la personne. Et en fait, je lui ai posé la question, je lui ai dit, OK, donc, si je comprends bien, tu fais un appel de vente avec la personne. Ça veut dire que tu lui poses des questions, que tu mets en avant ses problématiques, que tu lui montres qu'elle a besoin d'aide, et au moment où elle a besoin d'aide, tu la laisses partir, c'est ça? Parce que si on réfléchit bien, si tu n'oses pas vendre ton accompagnement dans les appels de vente, ça veut dire qu'en fait, tu fais juste souffrir les gens. Dans le sens où tu fais des appels, tu poses des questions aux gens comme c'est quoi tes problématiques, pourquoi c'est important pour toi, pourquoi tu veux changer, est-ce que tu as besoin d'aide, etc. Et au moment où la personne limite pleure et te dit ouais, j'ai des problématiques, c'est horrible, j'ai besoin d'aide. Ah OK, bah salut, bonne soirée. En gros, c'est ça en fait. Si tu mets en avant les problématiques de ton prospect, que tu fais toute la phase diagnostic et cet après-midi, je vous partagerai la structure de vente. Mais typiquement, quand on fait des appels de vente, vous avez une structure où vous allez essayer de comprendre les besoins, les problématiques de votre prospect. Donc, si tu mets en avant ces problématiques et que tu pars de l'appel en mode, bon, bah, tu as plein de problématiques, démerde-toi, est-ce que réellement ça c'est éthique? Et quand tu comprends ça, ça te change totalement ton rapport à la vente. Et tu te dis, OK, en fait, j'ai besoin de vendre. C'est comme si tu vas voir un psy qui parle pendant 1 heure de tes problématiques et qu'ensuite il te laisse partir sans te parler de comment tu peux les régler. Donc en fait, si tu laisses une personne sans lui partager comment tu peux l'aider, comment tu peux l'aider avec ta solution, ton accompagnement, mais en fait, tu es juste en train de lui dire, bon, bah voilà, tu as plein de problématiques, bah continue de souffrir. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ne pas challenger ses prospects au téléphone, c'est l'inverse de la mission du coach. Je vous donne un exemple. Si la personne au téléphone vous dit je vais réfléchir et que vous, votre réaction, c'est de dire à la personne bah, pas de souci, donne-moi les réponses dans 2 jours. Pourquoi pas? Par contre, si demain tu as cette personne en client et que cette personne, au moment où tu lui dis bah tiens, va à la salle de sport, si tu es coach sportif par exemple, va à la salle de sport pour atteindre tes objectifs, si la personne te dit je vais réfléchir, comment tu vas réagir en tant que coach? Je vous donne un autre exemple. Si au téléphone, ton prospect te dit, ouais, c'est quand même une décision, je te recontacte dans quelques semaines ou dans quelques mois, le temps que mes finances aillent bien, je sais pas quoi. Ou par exemple, juste là, je suis occupé. Bon, par exemple, regarde, exemple très typique, j'ai besoin, je sais pas, de prendre le temps et en ce moment, c'est pas le bon moment, j'ai un déménagement, je sais pas quoi, je te rejoins dans 2 mois. OK, tu laisses la personne partir. Par contre, si demain c'est ton client et que la personne, au moment où tu lui dis va à la salle, elle te dit je ne sais pas si c'est le bon moment, je vais attendre 2 mois, comment tu réagirais en tant que coach? Est-ce que tu lui dirais OK, pas de souci, on attend 2 mois? Ou est-ce que tu lui dirais putain, mais bouge-toi le cul en fait? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Parce que moi, à l'époque où je faisais de la boxe, j'ai fait de la boxe anglaise pendant 7 8 ans. J'ai fait des compétitions, etc. Si pendant les compétitions, je dis à mon entraîneur, bah écoute, j'ai besoin de repos, je vais attendre 2 3 mois, annule mes compétitions, il me met une tarte dans la gueule. Donc en fait, ta mission de coach, elle démarre pas au moment où la personne paye et qu'elle rejoint l'accompagnement, elle démarre au moment où tu démarres l'appel de vente en fait. Donc si tu n'accepterais pas qu'une personne pendant l'accompagnement te dise je vais attendre 2 3 mois, pourquoi tu acceptes qu'une personne au téléphone attende 2 3 mois pour juste faire le paiement? Parce que rejoindre ton accompagnement, ça prend 2 minutes. D'accord? Tu as juste à m'envoyer un bon de commande. J'en ai pour 2 minutes à mettre mes numéros de carte et à payer ton accompagnement. Donc, si tu as besoin de 3 mois pour prendre une décision qui met 2 minutes, comment ça va se passer si tu rejoins mon accompagnement et que je te demande d'aller à la salle de sport tous les jours? Et quand tu vois la chose comme ça, tu te dis, OK, c'est pour ça que j'ai besoin de challenger les gens au téléphone qui ont des objections. Parce qu'en fait, c'est ma mission de coach. Et si je ne le fais pas, en fait, je ne suis pas coach. Votre job en tant que coach, ou en tant que closer aussi au final, parce que vous closez pour votre propre activité, c'est d'aller au bout des choses.
c'est pas forcément de closer directement sur l'appel, parce que si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais parfois, si la personne n'a vraiment pas l'argent, c'est très difficile de la faire payer sur l'appel, d'accord? Genre moi, si la personne me dit j'ai que 100 € de budget, ça va être très compliqué de la faire entrer sur le mentorat. Donc, je ne peux pas la closer pendant l'appel. Par contre, je peux l'aider à partir avec le mindset d'aller chercher des solutions. Et ça, c'est différent. Parce que les gens, la plupart des gens qui vous disent j'ai pas les finances, ils partent pas avec l'état d'esprit d'aller chercher les finances pour rejoindre votre accompagnement. Ils partent avec l'état d'esprit de dans tous les cas, c'est trop cher, je passe à autre chose. Donc, votre job, si vous pouvez closer dans l'appel, tant mieux, mais votre job, principalement, c'est de challenger les gens pour qu'ils aient le bon mindset. Si les gens partent avec juste l'objection de je vais réfléchir, tu n'as pas fait ton job. Et dans tous les cas, dans les appels de vente, si ça peut vous aider aussi à changer votre mindset, en tout cas, moi, j'ai toujours retenu cette phrase que quelqu'un m'avait dit justement en coaching, c'est tu n'es pas là, Thibaut, tu n'es pas là pour être aimé, tu es là pour aider les gens. Donc, quitte à ce que les gens te détestent, si tu es là pour les aider, c'est pas grave. Donc, en appel de vente, tu n'es pas là pour que les gens t'aiment, tu es là pour les aider. Donc, à un moment donné, c'est bien de connecter avec les gens, de parler avec eux en appel, de c'est génial tes objectifs, etc., etc. Mais si derrière, tu les aides pas, bah, en fait, tu es juste en train d'essayer d'être aimé par les gens plutôt que les aider. Et donc, le dernier point qui rejoint le deuxième point aussi, c'est que si tu laisses ton prospect se raconter de fausses croyances comme c'est trop cher pour moi par rapport à ce que j'avais prévu comme budget et dans tous les cas, il faut que j'en parle avec quelqu'un, je peux pas prendre la décision tout seul et blablabla, c'est accepter au final d'être un mauvais coach. Parce que en fait, c'est un peu comme si c'était lui qui te baladait, tu vois. C'est à toi justement de lui montrer comment faire. Encore une fois, c'est comme moi, si mon entraîneur en boxe, l'entraîneur de boxe, si je lui dis, ouais, écoute, cet adversaire, je le sens pas, je pense qu'il est un peu plus fort que moi, donc j'ai peur de monter sur le ring. Est-ce que ça te va si on annule? Est-ce que vous pensez réellement que mon entraîneur il va me dire, ouais, t'as raison, il est peut-être un peu plus fort que toi, donc on va peut-être annuler? Non, à aucun moment, en fait, mon entraîneur va penser comme ça. Donc, si vous pensez comme votre prospect, en fait, vous êtes un mauvais coach. D'accord? Ah, j'ai besoin de réfléchir. Ouais, je te comprends totalement. Une décision comme ça, il faut réfléchir, donc je te comprends. Bah non, en fait. Ah, Thibaut, je te comprends, l'adversaire, il est un peu fort, donc va réfléchir et si tu te sens pas chaud, bah on fait pas le combat. Vous imaginez si un entraîneur de boxe vous dit ça? Donc, être un coach, encore une fois, ça démarre pas forcément pendant l'accompagnement avec la personne, ça démarre déjà à l'appel de vente. Moi, je laisse personne rentrer dans notre accompagnement si la personne a des croyances. Je veux dire, si la personne me dit au téléphone, oui, Thibaut, je ne sais pas si j'aurai des résultats avec toi, je ne fais jamais rentrer quelqu'un qui pense qu'il n'aura pas de résultats. Je vais toujours travailler son mindset jusqu'à qu'il se dise, bah, ok, si je rejoins l'accompagnement, je vais tout faire pour avoir des résultats. Mais je ne fais rentrer personne qui vient avec l'état d'esprit de j'ai peur de ne pas avoir de résultats. Parce que, imaginons, tu réussis quand même à closer, c'est miraculeux. La personne avait peur et boum, elle prend quand même cette décision. Youpi, je suis trop content, j'ai fait une vente, etc. Génial. Je le mets en story Instagram, j'ai fait un closing à 1500 €, je suis trop content. Sauf que si tu as laissé une personne rentrer dans ton accompagnement qui a des peurs, et ben c'est là où tu reçois tes demandes de remboursement. Est-ce que ça fait plaisir d'avoir des demandes de remboursement? Pas forcément. Parce que l'être humain est beaucoup plus attaché à la perte qu'au gain. Ça veut dire que le fait d'avoir fait une vente te procure moins comment dire, tu as plus de douleur en fait. La taille de la douleur est beaucoup plus importante d'avoir une demande de remboursement que la taille du plaisir de faire une vente. D'accord? C'est comme si demain, j'ai donné cet exemple-là, si je te donne 50 €, tu vas être content. Par contre, si tu prends ces 50 € et que sans faire exprès, tu les fais tomber dans une bouche d'égout, je peux te dire que la taille de la douleur d'avoir perdu ce billet est beaucoup plus important que la taille du plaisir quand je t'avais donné 50 €. Donc, je pense que ça vous fait pas forcément plaisir d'avoir des demandes de remboursement. Donc, effectivement, ne faites pas rentrer des gens qui ont des croyances. Moi, si je dis à mon entraîneur de boxe que j'ai peur de monter sur le ring, eh ben, il va travailler avec moi son mindset justement pour que je monte avec la motivation de défoncer mon adversaire, en fait. Il va pas me laisser monter sur le ring avec cette peur-là. Et vous, c'est pareil. Parce que généralement, quand vous laissez les gens, quand vous essayez absolument de closer les gens en mode ouais, vu qu'il n'y avait pas l'argent, je vais directement proposer un paiement plusieurs fois. Finalement, il ne pouvait pas, donc je lui ai proposé d'étaler encore le paiement, etc. Et bien en fait, si tu n'as pas traité l'objection en amont et que tu l'as laissé rentrer dans ton accompagnement avec des croyances, ça se trouve que 2 jours plus tard, tu vas recevoir un long pavé sur Messenger, WhatsApp, etc., te disant oui, finalement, Thibaut, je suis revenu sur ma décision et j'ai eu des galères, etc. Et ça serait bien que tu me rembourses, blablabla.
Et vu qu'en plus, il y a le délai de rétractation des 14 jours sur tout ce qui est produit en ligne, etc., eh ben, tu es obligé de rembourser la personne si elle n'a pas consommé ton produit, etc. Donc, pour éviter de prendre des demandes de remboursement, ou à la limite, des gens qui ne vont pas demander un remboursement et qui vont rien foutre dans ton accompagnement, eh ben, travaille ces objections avant. Parce que des fois, on peut avoir un peu l'état d'esprit de j'oublie un peu le fait qu'il voulait réfléchir, je vais vite lui proposer un paiement plusieurs fois pour qu'il paye sur l'appel. Ouais, mais si tu n'as pas traité les bonnes objections, en fait, tu vas faire entrer des gens avec des peurs. Si tu laisses les gens réfléchir, ils vont se laisser envahir par la peur. Parce que pendant l'appel, ils sont super contents, tu as parlé de leur objectif, tu as parlé de l'accompagnement, et donc ils veulent absolument le faire. Et quand ils reviennent chez eux, ah, mais c'est vrai que j'ai le loyer, c'est vrai que j'aurai mon salaire que la semaine prochaine, c'est vrai que ils vont faire que rationaliser. Et au final, ils vont prendre une décision négative. Et ils vont retourner dans leur travers. Et ils vont retourner avec leur vie de d'habitude sans essayer de changer. Ok, je pense qu'on a vu pas mal de choses au niveau du mindset. L'objectif, c'est surtout de travailler là-dessus. Vous ne pourrez pas tout faire en même temps, mais concrètement, partez vraiment avec ce mindset de j'y vais pas dans le but d'avoir un maximum de oui. J'y vais dans un premier temps pour me tester, pour me confronter au marché, pour voir qu'est-ce que ça donne, pour comprendre ma cible, pour améliorer mon pitch au fur et à mesure, pour m'amuser au lieu d'être dans le stress, pour m'amuser à avoir des objections et de voir qu'est-ce que ça donne quand j'y réponds. Amusez-vous à faire ça dans un premier temps et vous allez voir déjà que ça va changer la donne. Parce que, surtout que si vous ne faites pas encore, ne serait-ce que, pas forcément 5-10 000, mais même si vous ne faites pas 2-3 000 euros par mois, par exemple, le but, ce n'est pas de jouer sur la qualité et d'avoir le maximum de taux de conversion. Si vous ne faites pas encore 2-3 000 euros par mois, c'est que vous avez pas mal de bases à revoir. Et moi, pour la petite anecdote, entre 2020 et 2021, j'ai stagné pendant 8 mois, j'avais calculé, en dessous de la barre des 5 000 euros par mois. Alors, j'étais content déjà à l'époque de faire 5 000 euros par mois parce que j'étais étudiant. Mais par contre, pendant 8 mois, c'était après mon mois à 5 700 euros, j'ai fait que stagner pendant 8 mois. Et en fait, c'était juste des barrières que je me mettais en mode, si je dois gagner plus, il faut que je travaille plus. Alors qu'en vrai, ce n'était pas du tout le cas. Mais c'est juste qu'à l'époque, je pensais que si je voulais gagner plus, il fallait que je fasse beaucoup plus, que je vende beaucoup plus d'offres, etc., etc. Et donc, j'avais cette barrière, j'avais certaines croyances autour de la vente, ce qui fait que pendant 8 mois, j'ai stagné. Et je peux vous dire que stagner, c'est horrible en tant qu'entrepreneur. Parce que ça vous démotive, ça vous freine sur vos objectifs, ça vous écarte de votre vision, vous avez une baisse de confiance parce que vous vous dites, bon, si je stagne, c'est peut-être que mon offre ne va pas, ma cible ne va pas, ou moi, je manque de compétences, etc. Donc, stagner en tant qu'entrepreneur, c'est horrible. J'ai fait ça pendant 8 mois. Et au final, après, j'ai réussi à me développer au fur et à mesure. Et quand j'ai fait mes premiers mois à 10 000 euros, je me suis dit, mais en fait, ok, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Et dans tous les cas, tous, vous allez augmenter au fur et à mesure en termes de croyances. Plus vous allez gagner d'argent, plus vous allez élargir votre zone de croyance. C'est-à-dire que moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'avais 17 ans. J'ai attendu d'ailleurs mes 18 ans pour lancer ma micro-entreprise officiellement. Mais à mes 17 ans, du coup, j'en ai profité pour me former à fond, etc., etc. Et j'avais fait un vision board et j'avais marqué 10 000 euros. Et pour moi, 10 000 euros à l'époque, ça me paraissait impossible. Je me disais, mais ouais, 10 000 euros. Je l'avais noté juste parce que c'était un chiffre qui me faisait rêver, parce que j'avais vu des gens que je connaissais qui faisaient 10 000 euros dans l'e-commerce, etc. à l'époque. Je m'étais dit, un jour, je ferai 10 000 euros par mois. Et au final, aujourd'hui, si on ne fait pas 10 000 euros avec la boîte Le Mentorat, on est limite en déficit par rapport aux équipes qu'on paye, par rapport aux investissements qu'on a, etc. tous les mois, par rapport aux dépenses qu'on a. Alors, du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, 10 000 euros, c'est simple de le faire. Alors qu'à l'époque, ça me paraissait infaisable. Et entre-temps, je n'ai pas eu 40 diplômes supplémentaires qui m'ont ramené de plus en plus de clients. J'ai juste persévéré, je me suis juste donné à fond, j'ai juste passé à l'action au fur et à mesure pour enlever ces croyances-là. Et aujourd'hui, j'ai pu élargir ma zone de croyance, ce qui fait que faire 5 000, 10 000 euros, ou même vendre des offres à 4 ou 5 chiffres, ça me paraît beaucoup plus simple qu'à l'époque. Et comment élargir votre zone de croyance? C'est un conseil très bête, mais c'est passer à l'action massivement. Parce qu'il n'y a que dans l'action que tu vas retrouver de la clarté. Si tu manques de clarté, que tu as des croyances, il n'y a que dans l'action que tu vas enlever ça. Parce que quand tu te dis, oui, mais si la personne me dit ça au téléphone, si il se passe ça, si j'arrive pas à faire ses ventes, si, en fait, tu es juste en train de te créer des croyances tout seul, alors que tu as juste à passer à l'action pour te rendre compte que ces si n'existe pas. Peu importe votre niveau, je vous conseille toujours d'être accompagné parce que moi, à chaque fois que je me suis fait accompagner, j'ai toujours passé un stade. Le premier accompagnement que j'ai pris, l'incubateur d'Alec Henry,
J'ai fait mes premiers mois à plus de 2 000 euros, ce qui m'a permis, entre guillemets, d'être indépendant financièrement et pouvoir vivre de mon activité, même à côté de mes études. Ce qui m'a permis ensuite de quitter mes études tout en prouvant à mes parents que je pouvais le faire et que c'était stable ce que je faisais. Ensuite, j'ai pris un accompagnement à 5 000 € à l'époque. J'avais fait ma première immersion en présentiel avec des entrepreneurs et tout, ce qui m'a permis aussi d'élargir ma zone de croyance et d'aller encore plus loin. Puis après, j'ai acheté des accompagnements encore plus chers avec Mathis et Maxence, avec le mentorat, etc., qui nous ont permis d'aller chercher des mois beaucoup plus intéressants. Parce que quand tu es accompagné, tu as quelqu'un qui a une zone de croyance plus élevée que toi, qui t'entraîne là-dedans. C'est comme, par exemple, mon entraîneur de boxe, peut-être que pour certains, vous le connaissez, c'est Hassan Cherifi. Il était champion du monde en 98, en même temps que en même temps que la France, quand il a été champion du monde. Et le fait qu'il a été champion du monde, eh ben, sa zone de croyance, elle est beaucoup plus élevée que certains autres entraîneurs de boxe. Ce qui fait que pour m'emmener au championnat de France, il avait beaucoup plus confiance de m'amener au championnat de France que d'autres entraîneurs de boxe. Et j'ai été 2 fois vice-champion de France en faisant de la boxe anglaise. J'aurais jamais été vice-champion de France sans cet entraîneur. Parce que j'aurais jamais eu les croyances que lui pouvait avoir. Parce que lui, en 98, c'était à l'époque de Mike Tyson, etc., etc. D'ailleurs, il avait même rencontré Mike Tyson et tout. Euh, c'est à l'époque où bon, après, pour ceux qui connaissent la boxe, etc., mais c'était vraiment une belle époque. Et concrètement, du coup, les croyances qu'il avait étaient beaucoup plus hautes. Et donc, l'intérêt de se faire accompagner, c'est que tu vas faire appel à un coach qui a des croyances beaucoup plus hautes que toi. L'intérêt d'avoir un entourage positif aussi. Par exemple, d'être dans ce challenge avec des gens qui font déjà du cash, qui ont déjà une activité, qui ont ce mindset d'aller chercher plus de résultats. Ça te permet aussi d'élargir ta zone de croyance. Il y a quelques mois, on était au Portugal. On a participé à un séminaire dans lequel il y avait des gens qui faisaient 100-150 000 euros par mois. On a vu, il y avait un coach sportif qui aide les papas à perdre du poids, qui faisait 160 000 euros par mois. On a vu une personne de 21 ans qui faisait 200 000 euros par mois. Et quand tu rencontres des gens comme ça, tu te dis, waouh, mais en fait, leur zone de croyance, elle est tellement élevée par rapport à la mienne. Et il n'y a que comme ça que tu peux progresser. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'as d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu dans ce coaching, n'hésite pas à la poser en commentaire directement. N'hésite pas également à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.